Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 11e épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste. Un podcast qui ne devrait pas exister. Ce sont deux militantes issues de la société civile que je reçois aujourd'hui à mon micro, et pas des moindres. L'une est avocat en droit de la famille, elle a milité à l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, quand elle était étudiante à l'université Paris 1. C'est là qu'elle a rencontré ceux qui sont aujourd'hui ses partenaires du collectif d'initiative citoyenne Nous Vivrons, dont l'objectif est « Partout où l'antisémitisme surgira, nous serons là », afin de porter haut l'étendard d'une voix juive républicaine dans la tourmente. Ce sont les attentats du 7 octobre en Israël et le déferlement de haine antisémite qui a tout de suite explosé en France avant qu'Israël ne déclare sa riposte de guerre au Hamas, que leur génération pensait ne jamais connaître, qui a motivé leur combat ancré dans l'urgence et inscrit dans le sillage de la République française. Mon autre invitée agit sur tous les fronts. Elle entre en politique en 2012 alors qu'elle travaillait dans le web. Bagnoletaise depuis 4 ans, elle en devient conseillère municipale en 2014 jusqu'en 2020. Forte de son expérience en tant qu'élue LREM, elle est à ce jour la responsable communication du comité Laïcité République et donc du prix de la laïcité. Cette association fait résonner la voix de la laïcité dans les arènes publiques depuis des décennies et a été portée par la plume de pionniers tels qu'Elisabeth Badinter. Marie-Laure Brossier fait le constat de la gestion désastreuse de la ville de Bagnolet entre entrisme islamique, mauvaise finance, clientélisme et propagande indigéniste. Elle contre-attaque sur le terrain et dans les tribunaux, car elle estime que, je cite, « l'état de droit est un moyen incontournable pour tenir les digues face aux alliés institutionnels des islamistes ». Marie-Laure est également depuis bientôt 6 mois cofondatrice du collectif 7 octobre et elle précise « Nous avons le même ennemi et un combat commun ». Mais ne perdons pas de temps car nous avons plein de choses à dire et à vous expliquer. Ce podcast est né de cette ferveur et urgence à porter les voix de ceux qui luttent contre l'obscurantisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, je suis honorée de leur tendre mon micro, offrant ainsi l'écho de leurs paroles à travers les voix de Julie Arfi et Marie-Laure Brossier. Je dédie ce 11e épisode à toutes les personnes qui déclarent haut et fort, et je reprends le propos ici de la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Madame Aurore Bergé, que l'antisémitisme n'est pas que l'affaire des Juifs, c'est toute la société qui doit se lever avec un message clair, la République pour tous, tout le temps, point barre. Et je dédie bien entendu cet épisode pour terminer à tous les otages encore entre les mains des terroristes du Hamas, puissions-nous vous voir rentrer chez vous, sains et saufs. Bonjour Julie. Bonjour Héloïse. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Première question, quel est ce même ennemi et quel est votre combat commun à toutes les deux ? Pour ma part, au nom du collectif Nous Vivrons, je dirais que c'est la majorité silencieuse que l'on cherche à réveiller. Alors, ce n'est pas un ennemi, c'est c'est l'ensemble de la population qu'on cherche à réveiller face à la xénophobie, face à l'antisémitisme qui a véritablement explosé, vous l'avez rappelé. Je crois que notre combat à nous, au-delà de dénoncer les racistes et les antisémites, c'est surtout de réveiller ceux qui ne se sentent pas concernés parce que ce sont d'abord les Juifs et ensuite c'est la République tout entière. Marie-Laure ? Ouais. Alors, même ennemi, en fait, il faut comprendre que moi j'ai une vision et un engagement qui est précédent au 7 octobre depuis des années, en fait. Et je pense, je suis sûre même que cette veine antisémite était déjà nourrie et entretenue
depuis au moins 2 décennies, notamment dans les quartiers dans lesquels j'habite, sur les territoires dans lesquels j'habite, sans vouloir absolument stigmatiser des territoires, parce qu'après on va me faire le procès de stigmatiser des territoires. C'est tout de même, la Seine-Saint-Denis reste, je pense, le fer de lance, et quelque part le fief et le refuge de tout un tas de mouvances qui, depuis des années, font le lit de l'antisémitisme et se logent notamment politiquement également sur des mouvances de gauche. Pour certaines, on n'a plus à le démontrer, qui ont trahi le socle républicain et l'idéal républicain. D'accord. Voilà. Alors l'ennemi commun, et l'ennemi ce commun, ce sont ces mouvances-là, qui sont les mouvances indigénistes. Ce sont les alliés objectifs des islamistes, des frères musulmans, des salafistes, enfin en tout cas toutes les mouvances qui ont décrété effectivement que l'ennemi par excellence était les juifs, cachés derrière ce que j'appelle le cache-sexe de la lutte contre l'antisionisme. Ça pourrait prendre beaucoup de temps d'expliquer les raisons pour lesquelles je pense que c'est un cache-sexe. Mais voilà. Et pour finir, lorsque j'ai passé le périphérique en 2008 pour m'installer en Seine-Saint-Denis, j'ai toujours dit c'est à ce moment-là que l'antisémitisme... pour moi, j'ai découvert vraiment l'antisémitisme vivant, on va dire, et actif en déménageant sur ces territoires et parce que j'étais engagée politiquement. Julie, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit oui, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire sur moi. J'ai pas. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Ce qui m'intéresse et pourquoi je vous invite toutes les deux aujourd'hui, d'abord parce que vous avez mené une ou des actions complémentaires. On va venir sur le terrain, sur vos actions, sur le collectif 7 octobre, sur Nous Vivrons. Mais avant, pourquoi est-ce que je vous ai invité ? Parce que justement, c'est la preuve que des personnes de la société civile, et vous êtes aussi issue de la société civile, Marie-Laure, agissent depuis le 7 octobre, que ça a activé une prise de conscience et une obligation d'engagement. Et ça m'intéressait justement. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que certaines personnes, justement, n'ont pas ce déclic et ne vont pas s'engager. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagée ? Alors, vous l'étiez déjà quand même étudiante. Qu'est-ce qui fait que vous y êtes allée et que là, vous êtes encore plus en train de prendre des positions pour combattre sur le terrain concrètement tout ce dont on est en train de parler et dont on va parler ? Vous l'avez dit, cette flamme militante, elle existait déjà de mes années étudiantes. Je pense qu'en réalité, elle ne m'a jamais quittée. Et là, le déclencheur pour revenir battre le pavé, ça a été, comme le disait Marie-Laure à l'instant, cet antisémitisme qui n'a jamais disparu, mais qui est réapparu sous une forme drapée d'antisionisme au prétexte de s'attaquer à une politique intérieure d'un pays étranger. La réalité, c'est qu'on attaque l'existence même de l'État d'Israël et par ricochet, la communauté juive partout où elle se trouve, parce qu'elle est supposée rendre des comptes sur l'existence et sur la politique qui est menée par Israël. Et c'est cette injustice qui existait déjà, mais qui nous a de nouveau explosé à la figure. Et ce qui m'a particulièrement choquée, alors je le dis depuis le début, je suis très reconnaissante parce que les pouvoirs publics entendent ça. Les politiques, pour la plupart, dans le spectre républicain, sont un soutien, ne se voilent pas la face. Mais ce qui m'a extrêmement affolée, c'est la masse et la haine qui anime ce qu'on entend, en fait. Et c'est contre ça, je crois, qu'on s'est retrouvés pour essayer d'ouvrir les yeux et puis de dénoncer et petit à petit, je l'espère, faire taire ceux qui, sous couvert d'antisionisme, sont en réalité des antisémites viscéraux. Et voilà. Est-ce que vous pensez que vous portez dans votre histoire personnelle, intime aussi, peut-être des graines de ce militantisme et de cet engagement que vous avez déjà concrétisé quand vous étiez étudiante ? Oui, je pense que j'ai été baignée de par mes parents, leur sionisme, dans un attachement à Israël qui fait peut-être que je vis d'autant plus violemment cette agressivité et cette haine dont Israël fait l'objet. Et oui,
j'ai été baignée dans un environnement qui a toujours été très engagé pour la communauté juive en France et puis pour l'existence d'Israël. Ouais. Vous avez vous-même déjà été victime d'antisémitisme ? J'ai eu la chance d'être assez peu victime d'antisémitisme directement. En revanche, j'ai dans mon entourage, beaucoup, bien trop d'histoires d'antisémitisme banal, qu'on définit comme banal. Et je crois que c'est cette banalisation aussi qu'on est là pour dénoncer. Alors, on est là pour parler de vos actions autour du collectif 7 octobre, autour de Nous Vivrons. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'orchestre, ce que chaque collectif organise sur le terrain ? Quelles ont été vos actions principales majeures jusqu'ici ? Alors, concernant le collectif 7 octobre, le mot d'ordre, c'est vraiment, depuis le 7 octobre, de pouvoir afficher dans l'espace public le maximum les visages, les regards, les prénoms, les noms et les histoires de tous les otages. Donc, dès le départ, on a fait un travail assez phénoménal, bien entendu, de récupérer toutes les données qui existaient, y compris les visuels, de reprendre les biographies de chacun, de ne pas juste les laisser dans un sac qui s'appelle « Les otages ». Et sur le site, par exemple, qui a été entre autres mis en place par Samuel Atlan, chacun a une biographie qui est constamment remise à jour. Et bien entendu, tous les statuts, on va dire, des otages est mis à jour dès qu'on a effectivement des nouvelles. Vous humanisez ces visages et ces personnes en les restituant dans leur histoire. Alors, le collectif du 7 octobre, c'est 120 000 affiches imprimées et collées, 240 biographies d'otages rédigées, plus de 3 000 bénévoles, plus de 10 000 personnes réunies lors des événements. Est-ce que vous êtes en lien avec les familles, évidemment des victimes, j'imagine que oui. Et oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos futures actions, Marie-Laure, et des principales difficultés que vous rencontrez après toutes les deux, et j'en viendrai après à Julie pour l'autre collectif. Nos actions, elles se font, je dirais, quotidiennement, ou plus exactement souvent la nuit, puisque notre cœur de métier, on va dire, c'est le collage. Donc, la production des affiches, à chaque fois d'avoir des affiches qui sont aussi thématiquement raccord avec l'agenda. Donc, quand on est aux 100 jours, on a une affiche des 100 jours. Là, on va préparer, bien entendu, les 6 mois de détention des otages aux mains des terroristes du Hamas. Donc, il y a un grand événement qui est prévu dimanche prochain à 17h, place du Trocadéro. Et concernant le collectif 7 octobre, par exemple, on est pilote sur... Alors, ce sera un dimanche qui sera déjà passé quand le podcast sera diffusé, mais... Donc, dimanche, voilà. Donc, prochaine action. Un dimanche sur lequel il y aura 2 bâches de 5 mètres sur 2. Chacun pourra y écrire un mot personnel. Ces bâches seront ensuite pliées, envoyées en Israël pour le Forum des otages. Voilà, on essaye à chaque fois, en tout cas, de donner de la cohérence, tant sur l'agenda que également vis-à-vis des personnes qui se mobilisent à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que vous avez comme retour ou comme difficulté, comme je vous demandais, sur le terrain ? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir et de croiser beaucoup d'hostilités, toutes les deux, Julie et Marie-Laure ? Est-ce que, Julie, vous avez aussi, j'aimerais demander d'abord, un retour parfois concret sur vos actions de rue ? Est-ce que vous sentez que ça porte ses fruits et en quel sens vos actions portent leurs fruits ? On a complètement le sentiment que nos actions portent leurs fruits. Je vais donner un exemple, et Marie-Laure y était, c'est la manifestation féministe du 8 mars, c'est la grève féministe, où nous étions venus, pas pour mettre le bazar, on avait une place dans ce cortège, une place officielle qui nous avait été donnée par l'organisation Interasso. Nous étions là pour porter la voix des femmes israéliennes dont on tait véritablement le calvaire. Et nous avons été complètement éjectés. On a été contraints d'être exfiltrés de ce cortège par des mouvements se revendiquant d'ultra-gauche qui nous ont jeté des pierres, jeté des projectiles, etc. Et cette action-là, qui n'avait pas, encore une fois, vocation
cannibaliser la marche féministe a eu pour conséquence très concrète de faire ouvrir les yeux du plus grand nombre, et notamment les pouvoirs publics, sur ce qui anime en réalité le fait de ne pas vouloir que des femmes juives manifestent au nom des femmes israéliennes otages et victimes de violences sexistes et sexuelles, qui étaient normalement les violences par excellence, si je peux dire ça comme ça, dénoncées dans ces marches. Ce qui anime ce mouvement-là, c'est l'antisémitisme. Et je crois que ça a eu au moins le mérite, on n'était pas là pour ça, on était là juste pour marcher, mais ça a eu le mérite effectivement de dénoncer. Et je crois que ce sera suivi d'effets et de mesures. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai une analyse. Je ne dis pas qu'elle est forcément la vérité, mais je n'ai pas déjà été du tout étonnée par la violence qui s'est déchaînée le 8 mars. Je connais parfaitement leur méthode. Julie acquiesce. Oui, j'ai pas été étonnée non plus. Moi-même été insultée publiquement en pleine instance de la République, un conseil municipal, et on a laissé dérouler pendant 5 minutes des insultes infâmes. Par des gens de la même mouvance politique et associative, et idéologique. Absolument, Youssef Brakni, qui aujourd'hui et de toutes les mouvances de révolution permanente. Et il faut savoir que depuis 20 ans, de toute façon, toutes ces personnes, quels que soient les groupuscules dont on parle, se connaissent parfaitement, sont en lien et se coordonnent. Alors pour les personnes qui nous écoutent, qu'entendez-vous par toutes les personnes ? Ce sont toutes on va dire les têtes de pont militantes. Donc ce sont un petit peu les enfants des indigènes de la République. Ouria Boutelja a fondé avec ses acolytes après les soulèvements de 2005 à Clichy-sous-Bois, les indigènes de la République. On va dire que là... Le pire, PR. Le pire, exactement. Les indigènes de la République. Là, les personnes que nous avons vues et qui ont déclenché une telle violence, c'est un peu la deuxième génération, en fait. Il y a eu les Saïd Bouamama, Ouria Boutelja, et à partir de 2010-2012 a commencé à émerger cette deuxième génération de militants, cette fois très actifs et qui ont un appétit politique. C'est-à-dire que ce sont des militants qui ont dans leur stratégie l'objectif d'obtenir à la fois de se faire entendre de manière violente, pas de limite, aux insultes, à la déformation, à l'instrumentalisation, et bien entendu derrière ça, d'obtenir des postes au sein même des instances de la République. Aujourd'hui, autant Ouria Boutelja était la théoricienne, jamais on a vu Ouria Boutelja insulter qui que ce soit, on va dire, dans une manifestation à ce niveau-là. Aujourd'hui, cette génération-là, il n'y a plus de limite. Et il y a aussi une instrumentalisation des médias, moi, à laquelle j'ai assisté, puisque j'avais couvert en reportage cette manifestation, ce jour donc, contre les violences faites aux femmes, le 8 mars, et en direct, alors que vous étiez en train d'être exfiltrés, puisque vos collectifs ont collaboré tous les deux, hein, donc vous étiez ensemble, et Marie-Laure, vous vous occupiez aussi, vous aviez une oreillette, et vous vous occupiez aussi du système de sécurité, en plus de la distribution d'affiches, etc. Ça, on va en parler. Et il y avait en direct des tweets qui sortaient et qui disaient l'inverse de ce qui s'était passé. Et c'était devenu les manifestantes pour la cause des femmes en Israël et des otages qui avaient attaqué. Donc, en fait, il y a une vraie intoxication des médias, mais c'était à l'instant T, en fait. C'était flagrant. C'est une stratégie de communication, encore une fois, quand on dit oui, ils défendent pas leur précaré sur le moment. Tout ça est parfaitement orchestré. D'accord. Se retrouver, savoir où on est dans le cortège. Merci d'ailleurs à la sécurité. Et voilà, ça serait peut-être un peu long d'analyser plus en profondeur, mais c'est un mélange de militants extrêmement aguerris, très organisés, très connectés, très maillés les uns avec les autres. Et je dois dire de l'autre côté, des étudiants un petit peu la gueule enfarinée, à qui tout d'un coup l'exaltation, qui sortent ou bien de Paris 8 ou de Sciences Po ou quoi que ce soit, eux, ce sont les petits moutons ultra exaltés, souvent de familles un peu bourgeoises, hein, je veux dire, j'y reconnais exactement. J'en connais. Voilà, qui tout d'un coup, le dimanche, se targuent d'être engagés derrière des mouvances de gauche pour l'égalité, contre le racisme, etc., et qui n'ont aucune colonne vertébrale idéologique. Donc là, c'est les petits moutons derrière qui, eux, nous ont insultés de sales putes juives sur 800 mètres. C'est important d'abord de dire ces insultes, en effet, parce qu'il y a eu des insultes extrêmement violentes, sexistes,
misogyne, tout ce qu'on imagine, et raciste, et antisémite, clairement. Mais alors là, vous avez devancé ma prochaine réponse, parce qu'elle était de savoir, est-ce qu'on peut dresser un portrait socio-culturel de ces personnes dont vous parlez? On a compris, on sait de plus en plus aujourd'hui, avec Sciences Po, avec tout ce qui se passe dans nos universités, que tous ces jeunes-là, intellectuels, sont récupérés, et on sait que les fréristes, aujourd'hui, s'attaquent en France à la société par le haut et non par le bas. On le sait beaucoup. Mais est-ce qu'on peut dresser un portrait de ces autres personnes dont vous parlez un peu socio-culturelles? Elles viennent d'où? C'est des gens qui viennent d'où? Est-ce qu'on peut dire les gens qui vous ont attaqué, qui vous ont injurié? Est-ce que ce sont plutôt des Parisiens pour les autres? Des gens qui viennent de banlieue? Est-ce que ce sont des personnes qui ont pris le train pour venir? Est-ce que ce sont des personnes qui vivent à l'étranger, qui ont été infiltrées par... Est-ce qu'il y a quelque chose socio-culturellement qui peut être identifiable? Alors, je ne suis pas certaine d'être en mesure de dresser un portrait robot. L'impression que j'ai eue, c'est que ce sont des jeunes qui viennent d'un peu tous les bords, dans le sens où on a vu, dans les quelques jours qui ont précédé la manif, des appels sur les réseaux sociaux à venir, en gros, nous empêcher de marcher, pour le dire gentiment, de la part d'un côté de relève féministe, donc qui se revendique quand même être un mouvement féministe, de l'autre côté, Urgence Palestine, qui aussi nous a pointé du doigt et qui, je pense, a énormément fait monter la sauce et qui a, en gros, appelé, ils ont tous les deux appelé leurs sympathisants à venir nous dégager de la marche, quelle que soit la méthode. Oui, il y a eu des échanges de textos d'ailleurs qui ont été vus avant vraiment de volonté de se court-circuiter, et même qui étaient heureux et contents de vous avoir fait dégager de la manif. On a vu tourner des groupes Telegram sur lesquels on nous disait c'est bon, on les dégage. Donc tout ça a été extrêmement prémédité. Et ça, je crois que c'est important de le dire et de le mettre en lumière. Ça a été prémédité et comme tu le disais, Marie-Laure, c'est une espèce de convergence de plusieurs profils qui se donnent pour objectif de dégager les Juifs, quoi. Alors, tu as employé exactement le mot, effectivement, convergence. Oui. Parce que tout cela est parfaitement orchestré. Donc, c'est difficile de tenir, un portrait robot, parce qu'en fait, en réalité, ces mouvements sont constitués justement et à dessein. C'est pas tout d'un coup tout le monde s'est retrouvé dans la même salle à cocktail. Ils se sont retrouvés ensemble parce que ça fait bien, je pense, 15 ou 20 ans que ce travail de convergence se fait. Et il se fait de manière extrêmement organisée. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai listé un petit peu toutes les actions justement de convergence du front de mer de Fatima Wassak, qui est la compagne de Youssef Brakni et qui est assez cortiquée, qui a fait Sciences Po, qui dit venir des quartiers populaires. Et dans cette démarche-là, en fait, il y a une démarche de convergence avec toutes les têtes de pont militantes, parce qu'ils vont rencontrer aussi bien les étudiants des universités avec des actions, que les jeunes agriculteurs, que les mouvances basques. Enfin, je veux dire, vraiment, ça va taper. Que la mouvance animale, je précise. On les a bien vus lors, justement, des Gilets jaunes. Mouvance, du droit des animaux. Mouvance animale, ça ne veut pas dire grand-chose. Tous lors des Gilets jaunes, puisqu'ils étaient montés sur scène. Ça essayait également d'infiltrer les mouvements traditionnels politiques. On a bien vu, Youssef Brakni était à Bouaf, aux universités d'été de la France insoumise, puisque c'est là qu'ils se sont affichés en insultant Henri Peña-Ruiz, qui reste quand même une figure concernant la laïcité. Donc, on ne peut pas mener un portrait robot. En revanche, on peut identifier des personnes qui ont une vision stratégique de conquête, et ça tape très large. Je veux dire, demain, vous auriez une association de tricot de mamas dans les quartiers, etc. Si ça peut converger d'un moyen ou d'un autre, ils seront présents. Fatima Wassak a fait une politique un petit peu de poupée russe, c'est-à-dire que c'est au départ, les premiers pas qu'elle a fait sur les territoires, elle a monté une association qui s'appelait Ensemble pour les enfants de Bagnolet. Tout gentil.
Oh, vos enfants, alors est-ce qu'il faut faire attention aux écrans, etc., etc. J'avais déjà alerté le conseil municipal à l'époque. Et ce sont les avant-postes qui, en fait, derrière, viennent nourrir la bête militante. Donc on se rend bien compte que vos actions, et je voudrais qu'on en vienne aussi donc à vos actions, à Nous Vivrons, au collectif du 7 octobre, aux otages, dont il faut qu'on parle, elle court-circuite finalement. C'est pour ça que l'agressivité, elle est aussi démultipliée, parce qu'elle court-circuite votre présence, même votre occupation dans l'espace médiatique et dans la rue, clairement, parce qu'on sait que la rue est un espace de pouvoir politique. Elle court-circuite leurs actions, leur mainmise sur les gens et sur le déploiement de leur prosélytisme très offensif, finalement, dans ce que vous écrivez. C'est exactement ça. Moi, j'ai une petite anecdote, une petite analyse. J'étais à Nation. Et je salue d'ailleurs les actions de Nous Vivrons, j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Et en fait, quand on est arrivé à Nation, le 25 novembre, toute première, parmi les premières initiatives choc, on va dire, moi j'ai bien vu, bien sûr qu'à chaque fois sur ces manifs, il y a des drapeaux pro-palestiniens, etc., des militants. Et en fait, je pense qu'on a bénéficié, les acteurs, c'est collectif 7 octobre et tous les acteurs post-7 octobre, on a bénéficié d'une sorte de lune de miel. C'est-à-dire que pour eux, je pense que c'était de l'ordre du non-pensable qu'il puisse y avoir une mobilisation, qu'il y ait des tribunes, etc. Mais clairement, ils pensaient que tout ça allait un petit peu s'affaisser et que chacun allait voilà. Ça resterait dans une sphère de l'intelligentsia, mais que ça ne se concrétiserait pas sur le terrain. Absolument. En fait, je pense que c'est totalement... Ça ne bougerait pas les foules, c'est ça qui leur fait peur. C'est totalement inédit pour ces mouvances. C'est pour ça que la violence est d'autant plus décuplée. C'est d'autant plus inédit, et c'est là où ça m'intéresse d'avoir votre parole à toutes les deux, et votre parole aussi, Julie, c'est qu'on sait, et on est très habitué à ce que la communauté juive, ou les Français juifs, parce que je pense, vous me direz si je me trompe, mais qu'il y a peut-être aussi autant de façons de vivre sa judéité que de personnes qui existent. Donc je ne définis pas dans ce côté, je ne sais pas moi de le définir. En revanche, je pense qu'on sait qu'elle reste très respectueuse de la République, plutôt silencieuse. J'ai pas envie de dire très intégré parce que ça voudrait dire que sous-entendre que quelqu'un de juif n'est pas français, alors que pour moi quelqu'un de musulman est totalement français et quelqu'un de juif est totalement français. Mais en revanche, je pense que là il y a un réveil, un sursaut inattendu suite à la violence de ce qui s'est passé. Que pensez-vous de ça ? C'est complètement comme ça que je le perçois, et c'est pour canaliser ce regain militant qu'on a créé aussi Nous Vivrons, enfin face à ce regain de militantisme dans la communauté juive, que l'on a pensé Nous Vivrons, effectivement. Ce qu'on constate, c'est que vous avez tout à fait raison. Habituellement, on voit assez peu les Français juifs manifester. Pour une raison on ne va peut-être pas analyser ici, mais c'est vrai que, comme vous le dites, c'est une communauté qui plutôt ne se fait pas trop entendre, je crois. Et dont je dois rappeler qu'elle est extrêmement minoritaire en France. C'est peut-être aussi pour ça qu'on l'entend peu. Mais effectivement, il y a un regain de militantisme, et je crois qu'il est temps de reprendre la parole, de faire renaître une voix juive dans le débat républicain, parce que je crois que je parle pour tous. Autant les fondateurs que les militants de Nous Vivrons, nous revendiquons comme français. Et appartenant à une minorité qui est la communauté juive. Mais c'est ça qui dérange. C'est que vous portez les voix de la République. Exactement. Et de la France. Et je crois que c'est ça qui déconcerte un petit peu, comme le disait des alliés. Ouais. Voilà. Alors, vous êtes combien dans Nous Vivrons ? Alors, nous sommes 5 cofondateurs. D'accord. Voilà. Nous avons la vocation de grandir, parce qu'on a quand même beaucoup de perspectives. Mais voilà, 5 cofondateurs, et on commence à avoir quelques adhérents, plusieurs dizaines d'adhérents, et puis beaucoup de sympathisants. On le voit à chaque fois lors des marches, des manifestations, etc. Pour ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui voudrait vous rejoindre, qu'est-ce qu'il ferait comme action et comment il peut se joindre à vous, et ce serait quoi se joindre à votre collectif ? Alors déjà, on a un site internet, nous-vivrons.fr, sur lequel on peut nous joindre par mail, on peut adhérer évidemment. On a une communauté WhatsApp sur laquelle on échange beaucoup, qui est assez riche, je trouve,
de cette communauté jaillissent souvent de belles idées d'action, etc. Et voilà, nous, notre ADN, comme on le disait, c'est de faire renaître une voix juive dans le débat républicain en France et de militer contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, y compris celle de l'antisionisme, comme on le disait tout à l'heure, à plus long terme, d'avoir comme partenaire les pouvoirs publics, d'essayer de prendre contact avec les partis politiques. On ne se ferme aucune porte en réalité, vous l'avez vu, que ce soit sur le pavé ou de façon un peu plus institutionnelle. On souhaite véritablement créer des partenariats, créer des ponts. Voilà. Vous avez une tribune qui est sortie. Peut-être que les personnes peuvent toujours aller co-signer. Oui, bien sûr. Dans quel magazine Alors, la tribune, il me semble. Voilà, la tribune est parue dans Le Monde. On peut toujours la co-signer. On a une liste qui s'agrandit un peu tous les jours sur notre site internet. Donc, il suffit de nous contacter. On a été extrêmement reconnaissants de tous les soutiens de cette tribune, qui n'étaient pas que des Français juifs. Alors, j'allais vous poser la question, absolument, au sein du collectif et dans les actions. C'est essentiel pour nous d'être soutenus par la République. Alors, je précise à ce micro que Marie-Laure et moi-même, nous ne sommes pas de religion juive. Donc, à moins, Marie-Laure, que tu... Non, c'est pas prévu. On en a déjà parlé, mais non. donc, en effet, c'est important. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est ce que je vous disais en début d'émission. C'est que nous souhaitons que la majorité comprenne que c'est un combat républicain de lutter contre l'antisémitisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Marie-Laure, aujourd'hui, sur justement ce que vient de dire Julie pour rebondir? Comment les gens qui nous écoutent à ce micro peuvent comprendre et faire le lien entre cette cause-là, ou les jeunes qui nous écouteraient, et le fait que ça les concerne? Eh bien, moi, je pense que notre socle commun, l'idéal républicain, les valeurs universalistes, émancipatrices, c'est exactement ce que nous partageons. Moi, si je me suis engagée, on m'a demandé, on m'a dit, viens, je pense qu'on a un combat à faire sur lequel tu es concerné et sur lequel nous sommes tous concernés. Je ne me suis pas posé la question plus de 2 secondes. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on défend les valeurs républicaines, on ne peut pas faire le déni de la lutte contre l'antisémitisme. Et j'irai même plus loin. Pour moi, la construction de cet idéal républicain, qui n'est pas descendu par magie du ciel, mais qui est le fruit de combats et de travail et de milliers d'heures de débats à l'Assemblée nationale, l'affaire Dreyfus, etc. Moi, je remonte assez loin. Aujourd'hui, la République française telle que nous l'avons là ne serait pas ce qu'elle est, sans également l'investissement et le travail d'hommes politiques et de citoyens de la minorité juive, mais on peut dire aussi protestante, etc. Il faut rappeler, par exemple, que sur la loi de 1905, qui a été votée, donc il y a plus de 100 ans, a été le fruit de discussions extrêmement âpres à l'Assemblée nationale, mais que les minorités et la communauté juive, protestante et autres y ont tout de suite vu l'intérêt également d'être protégés. Donc on ne va pas remonter encore plus loin sur ce que les religions ont produit au sein de la société, mais pour moi, défendre la République, c'est défendre aussi toute cette filiation, et donc il n'y a pas de République française sans communauté juive libre et à nos côtés, main dans la main, et ensemble en tant que Français. Alors comment fonctionne, vous êtes combien dans le collectif 7 octobre ? Alors, sur le collectif 7 octobre, et je précise que lors de la constitution de l'association, nous y avons ajouté un 3e point, après nos missions envers les otages, la mémoire, etc. On y a ajouté un 3e point dans lequel il est écrit noir sur blanc que toutes nos actions reposent également sur un socle de valeurs républicain, universaliste, antiraciste, et la lutte contre l'antisémitisme et l'obscurantisme. Ça me semble essentiel de l'inscrire dans ces valeurs-là et de comprendre, d'avoir une vision de ce combat. Et quiconque s'engage doit avoir cette vision et à la hauteur de comprendre l'enjeu et toutes ces valeurs qui sont intrinsèquement liées. C'est justement là que ça joue pour revenir à la question comment expliquer et comment fédérer. Même ce 3e point, évidemment, comme partout dans toute association, il a fait l'objet de débats.
est-ce que c'est notre mission, est-ce que c'est notre rôle, etc. Donc on s'est tous mis d'accord pour dire qu'effectivement c'était important, mais il a quand même fait l'objet de débats. Et aujourd'hui, je pense que si... C'est assez inquiétant quand même ce que vous donnez. Non, c'est pas inquiétant, c'était de se que dire... les personnes au sein même d'un collectif ne comprennent pas les enjeux. Alors soit ils sont très mal informés, soit ils sont... Non, je pense... Peut-être c'est pas mal informé, mais c'est de reconnecter ensemble que le périmètre qui concerne les otages, parce que la question c'était, oui, mais nous on est concentré uniquement sur les otages, de voir... En fait, il faut qu'on fasse preuve de pédagogie, parce que le débat, ces questions qui ont émergé, en fait, c'est exactement le point sur lequel il faut que l'on réfléchisse pour faire en sorte que le 7 octobre, tout comme les autres attentats sur lesquels nous avons été attaqués en France, sont sur la même vision. Et je pense que le travail qu'il y a à faire pour fédérer autour de nous toute la communauté nationale, mais je pense sincèrement, moi je suis plutôt une optimiste en fait. Je suis très pessimiste parfois, j'ai envie de tout lâcher, mais systématiquement l'optimisme revient. Parce que je pense que vraiment sur le territoire national et en France, on a bien avancé. Et donc ce qu'il faut faire, c'est de relier, faire preuve de pédagogie et marteler sans arrêt, que oui, effectivement, sans ce socle républicain, alors ça deviendra compliqué. Julie, vous avez été ou vous êtes en contact avec certaines familles d'otages ? Pas en tout cas le collectif Nous Vivrons. On est évidemment extrêmement sensible, c'est certain. Je voudrais rebondir sur ce que disait Marie-Laure, sur le travail que fait le collectif du 7 octobre, de sortir ces personnes otages de l'anonymat. Moi, ce qui m'a énormément frappée dès le début, c'est que j'ai le souvenir d'Ingrid Betancourt, de Christian Chesneau, Georges Malbruno, etc., qui étaient otages dans mon enfance, qui ont été otages dans d'autres contextes, bien évidemment, qu'on voyait tous les jours à la télé. Il y avait leurs petites vignettes en permanence à la télévision. Et là, on a des compatriotes quand même qui sont otages. Personne ne connaît leur nom. Personne ne connaît leur nom. Et le collectif du 7 octobre fait un travail formidable là-dessus. C'est essentiel. Bien sûr. Est-ce qu'on peut en profiter pour dire leur nom ? Combien reste-t-il encore entre les mains du Hamas, juste côté franco-israélien ? Alors, globalement, il reste encore 134 otages qui sont retenus. Dans ce calcul-là, il y a les otages vivants, mais il y a également les otages très probablement ou déclarés décédés. Moi, étant de confession non juive, j'ai appris, par exemple, dans le cadre de cet engagement, de la nécessité pour la communauté juive de récupérer absolument les corps. C'est ce que j'ai appris aussi très vite dans ce podcast. Et donc, il y en a encore 134. Et puis, nous, on a assez peu d'informations. En fait, on n'a pas d'informations exclusives que l'on met de côté ou quoi que ce soit. Même les familles, souvent, ont les informations qu'elles ont, mais tout cela reste... on est suspendu à l'espoir de les voir revenir, en réalité. Et tant que cet espoir est là et il doit être entretenu, leur visage sera placardé. On les arrache, on recolle, on les arrache, on recolle. Moi, j'habite donc à Bagnolet. Il y a une place que je tiens tous les jours. On arrache, ça ne doit pas être facile de faire ce genre d'action à Bagnolet. J'ai utilisé un stock, mais il ne faut laisser aucun espace public dans lequel on vous interdit de figurer. Quelles sont les différences entre vos deux entités ? Comment les gens qui nous écoutent peuvent se dire, bon, alors, je ne sais pas, 7 octobre, nous vivons, où je vais, pourquoi là, pourquoi l'un, pourquoi l'autre ? Mais je pense que je ne vais pas parler pour Nous Vivrons, mais si on me demandait quelle est la différence, parce qu'en fait, je suis aussi membre du collectif. Je ne suis pas active dans les instances, mais dès que je peux, évidemment, je cours militer aux côtés également de Nous Vivrons. Je pense que Nous Vivrons a une parole politique très affirmée, très assumée, qui permet justement de décomplexer. Et j'adore également les méthodes qui sont employées, parce qu'il se trouve que les méthodes qui sont employées là, c'est-à-dire d'être dans le propagit et d'être dans une action même physique assez forte,
on reprend exactement des méthodes qui sont utilisées par ceux que l'on combat. Donc, parce que la raison pour laquelle aujourd'hui ils sont tout à fait étonnés et qu'ils prennent assez mal et que donc dans la frustration et le combat reviennent de manière assez violente, c'est parce qu'ils étaient habitués depuis des années dans toute impunité, à dérouler leur narratif. Et puis en face, à avoir une interview d'un intellectuel de la rive gauche qui va dire c'est pas bien, un communiqué de presse qui va expliquer les raisons pour lesquelles ces agissements ne sont pas bien et qui vont être lus par trois pelés. Et là, tout d'un coup, il y a une opération. On va être très clair. Le 8 mars, on a vampirisé comme à nation les médias pour nous. C'est insupportable pour eux. Mais donc, étant précisé que c'était quand même pas volontaire, c'est-à-dire qu'on nous a mis sur le devant de la scène à nos dépens, parce que c'est quand même pour avoir été éjecté qu'on a attiré les caméras. Si on n'avait pas été agressé, personne n'aurait parlé de notre présence en réalité. Et les titres des magazines, le jour même et le lendemain, partout, ne parlaient que de l'exfiltration des féministes venus pour défendre les femmes victimes donc, de cet attentat en Israël. Exactement, c'est tout à fait ça. Et pour rebondir sur ce que disait Marie-Laure, c'est tout à fait ce qui nous définit, c'est de ne plus laisser 1 centimètre carré de pavé aux extrêmes, aux haineux, aux xénophobes, parce qu'à la fin c'est ça, les racistes, les antisémites, ne sont plus les seuls à avoir le droit à la parole. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage, proches ou moins proches, Julie, qui vous critiquent, qui ne sont pas d'accord avec vous ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne s'engagent pas et que vous aimeriez convaincre et voir s'engager ? Je pense que le mode opératoire, effectivement, parce qu'on n'y a plus été habitué depuis très longtemps, peut parfois surprendre. Je crois qu'on est quand même assez soutenus. Certains probablement hésitent à passer le cap. Pourquoi, selon vous ? Peut-être le mode opératoire, bien que, encore une fois, je considère qu'on ne fait rien de plus ou de moins que les autres, à part défiler et ouvrir notre bouche et prendre la parole. Mais je pense que cet élan va grandir parce qu'en plus, il porte ses fruits. C'est intéressant aussi de voir que cette tribune qui a rassemblé des juifs et des non-juifs, la tribune dans le monde dont on parlait tout à l'heure, a eu suffisamment d'écho pour que la ministre en charge de la laïcité, Aurore Bergé, absolument, rebondisse et annonce organiser des assises contre l'antisémitisme. C'est pas anodin. Je pense que c'est pas anodin aussi d'avoir réussi à rassembler autour de cette question à un point tel que la ministre s'en saisit. Et parce que ces actions portent leurs fruits, je pense que le mouvement va grandir et je l'espère avec des forces vives, comme Marie-Laure et le collectif du 7 octobre. C'est très important qu'on s'unisse. Notre objectif, c'est de combattre les extrêmes, y compris d'un point de vue politique, l'extrême gauche et l'extrême droite. Certains s'y reconnaîtront, d'autres ne s'y reconnaîtront pas et feront d'autres choses et ce sera très complémentaire et c'est très bien. Oui, puis il est très important, par exemple, c'est les ministres Aurore Bergé ou d'autres qui se sont engagés contre l'antisémitisme. C'est pas une posture, mais on doit absolument se renforcer, nous, pour les renforcer, eux. Parce qu'un politique a une parole qui pèse quand derrière, effectivement, la société civile est mobilisée. La raison pour laquelle l'ultra-gauche est piégée totalement par les mouvances de gauche, c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont tournés vers eux et que c'était un socle. Dans tous les quartiers où toutes ces mouvances-là, à partir du moment où elles sont fédérées, qu'elles sont organisées, un politique va forcément se tourner vers eux et va avoir une force qui va porter, lui, sa parole de politique. Donc, il est très important, par exemple, que ce soit Nous Vivrons, le collectif 7 octobre, Women for Peace, enfin voilà, il y a quand même une bonne dizaine d'entités post-7 octobre que l'on s'orchestre ensemble, chacun avec son ADN. Nous, par exemple, au collectif 7 octobre, un des objectifs, c'est de pouvoir mailler au maximum le territoire national. Le profil, on va dire, des militants qui ont rejoint le collectif 7 octobre, c'est vraiment des profils qui viennent de tout le monde, mais ce sont beaucoup de personnes qui travaillent la journée, des personnes à la retraite pour certains, des jeunes qui viennent aider.
Et l'objectif, c'est de pouvoir mailler le territoire national. Pour avoir de nouveaux adhérents, surtout. Pour avoir de nouveaux adhérents, pour fidéliser ceux qui sont là. Et je tiens absolument à dire que si on ne laisse pas les espaces publics de la capitale et de certaines grandes villes, il faut qu'on soit plus présent, bien entendu, comme sur des villes comme Grenoble, Lyon, Nantes, on le sait, ces villes sont gangrénées. Rennes, on n'en parle même pas. Les villes sont totalement gangrénées par les mouvances de la mer au Jourdain, pour faire un peu un raccourci. Donc nous, notre objectif au collectif 7 octobre, souvent je donne un exemple. Le rêve, ça serait qu'on arrive à mailler suffisamment, c'est en cours, que nos ennemis m'écoutent bien, on est en train de s'en occuper, d'avoir un maillage suffisamment fort, une organisation suffisamment poussée. Demain, et j'espère que jamais ça n'arrivera, mais imaginez, un Ilan Halimi arrive, on est en mesure de lever dans les 10 plus grandes villes de France, de se lever tous ensemble et 72 heures plus tard, de placarder son visage sur tous les murs et d'être reçu par des politiques et de faire entendre notre voix. C'est fini le temps des bisounours. On est dans une action volontaire, déterminée, organisée et avec une vision sur laquelle aujourd'hui on souhaite que la société civile s'engage. Et c'est en s'engageant en action également comme ça qu'également on ramènera à nous le reste de la communauté nationale. Ce qui est très intéressant quand je vous écoute toutes les deux, c'est que vous n'êtes pas nées, même si Julie, vous étiez dans un milieu militant, vous n'êtes pas nées avec l'étiquette femme politique ou femme militante. Donc ça prouve que, et vraiment c'est la raison pour laquelle je voulais vous inviter, c'est que ça prouve que quelqu'un qui vient de la société civile, comme vous, Marie-Laure, je ne sais pas pourquoi on est passé au vous, parce qu'on se tutoie dans la vie en fait. Donc voilà, on a décidé, je tutoie en plus beaucoup de mes invités à ce micro. Donc on va continuer avec le vous, je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, je vous entends nous dire vous, c'est venu comme ça. Il était convenu qu'on se tutoie. Dès le début, oui. Bon, donc vous, on continue, Marie-Laure, voilà, ce sera... ce que je voulais dire, c'est que voilà, vous incarnez ça, vous incarnez ce passage, toutes les deux, de la société civile à l'action de façon différente, parce que pour Marie-Laure, ça va jusqu'à un mandat, être élue de la République. Julie, peut-être, on ne sait pas, un jour. Mais voilà, donc je voudrais que les gens qui nous écoutent se disent que c'est possible et qu'on peut s'engager. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on vous contacte, qu'est-ce qu'un bénévole fait ? Qu'est-ce que ce serait le rôle d'un bénévole qui s'impliquerait, donc déjà Julie, dans le collectif Nous Vivrons? Qu'est-ce qu'il ferait concrètement? Alors je rebondis sur ce que vous disiez. Nous aussi, on a des visages extrêmement variés. C'est assez surprenant d'ailleurs. Tous les âges, tous les bords politiques. Enfin, c'est vraiment très surprenant et c'est extrêmement intéressant. Ce que ferait un bénévole aujourd'hui, c'est qu'il nous accompagnerait. Alors on a été samedi, par exemple... il y a quelque temps à un meeting de l'association de SEDEC qui se revendique juifs décoloniaux et qui sont en réalité antisionistes et antisémites, parce qu'être juif n'immunise pas contre l'antisémitisme. Donc c'est ça, on a été tractés devant leur meeting avec une définition extrêmement précise de ce qu'est l'antisémitisme, pour alerter les personnes qui entraient dans ce meeting sur le fait que peut-être dans ce meeting, ils allaient entendre des choses qui tombaient sous le coup de cette définition de l'antisémitisme. Voilà le genre d'action que nous faisons. Nous nous sommes rendus, vous l'avez dit, à la marche féministe de la journée des droits des femmes. Nous avons été présenter nos vœux aux élus de la France insoumise tout le long du mois de janvier, parce que nous considérons que les élus que nous sommes allés voir étaient en réalité à la solde du Hamas, en les considérant comme un mouvement de résistance. Nous sommes donc venus les remercier au nom du Hamas de leur soutien indéfectible, parce que c'est exactement ça qu'ils font. En les revendiquant comme des résistants, ils initient l'idée dans la société française que peut-être les mouvements terroristes peuvent se revendiquer de la résistance. Et vous disiez aussi tout à l'heure que c'était intéressant de faire des parallèles. Je crois que c'est important de dire aussi que en France, nous avons souffert de ces mêmes actes terroristes, notamment au moment du Bataclan, où il n'est venu à l'idée de personne d'appeler ça de la résistance. Donc je crois que les parallèles sont extrêmement importants, assez parlants. La fête de Nova, où des centaines et des milliers de personnes ont été
assassinés, enlevés, etc. En Israël, c'est le Bataclan. C'est le Bataclan. On a été victime en France de la même chose. Et j'ai encore beaucoup de mal à comprendre comment ce parallèle-là n'est pas intelligible pour tout le monde. Est-ce que ça vous arrive, toutes les deux, ou chacune, d'avoir peur, d'être fatiguée, d'en avoir marre? Comment vous vivez cette vie de militante? Bon, évidemment, parfois, il y a un peu de découragement, mais jamais de renoncement. Le découragement et où parfois même, par exemple, en ce qui me concerne, puisque j'étais chez Renaissance, dans un territoire qui est totalement acquis à nos ennemis. Donc, je suis là, j'étais face à Corbière, par exemple, aux législatives. Bon, soyons clairs, c'était vraiment pour faire le job, être présent, ne surtout pas lâcher un territoire, puisque les résultats étaient déjà plus ou moins quand même connus d'avance, mais parce que j'estime que c'est très important d'être présent. Moi, par exemple, le fait que Emmanuel Macron ne descende pas à la marche, ça a été terminé dans ma tête. Voilà, s'il ne peut pas marcher 30 la marche mètres, contre l'antisémitisme qui a eu lieu après les attentats. Absolument. Voilà, donc quand vous dites comment est-ce que vous vous sentez, eh bien, je me suis sentie trahie après avoir un peu essayé de faire le dos rond sur des positions qui étaient trop dans le en même temps en ce qui me concerne. Y a eu... Ça concerne beaucoup de monde, mais... Oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un cas d'école quand même vis-à-vis des militants laïcs. Parce qu'en fait, on s'est senti trahis. Et même si on a fait le dos rond, moi, le fait que la marche pour l'antisémitisme, par exemple, il ne descende pas, je dis ok, donc ce président n'est pas un homme d'État. Il n'a pas compris quel était ce que j'expliquais tout à l'heure d'ailleurs, cette nécessité à comprendre la lutte contre l'antisémitisme avec l'idéal républicain. On m'a rétorqué, ah oui, mais tu comprends, il a peur des banlieues, etc. Je dis bon, bah, il n'est pas à sa place alors. Parce que moi, un homme d'État qui dirige le pays, qui a peur des banlieues, si c'est la raison, parce qu'être avec vous, avec la tête et le cœur, moi, ça ne m'a pas suffi, en fait. Voilà, donc j'ai été très... Je suis avec vous, mais je ne suis pas là. Ouais, voilà, mais je vous aime de loin. Donc voilà, je règle aucun compte politique, là. On me demande comment tu t'es sentie. La dernière fois où vraiment j'ai été révoltée, c'était là. Ça a été plus fort que moi. Et donc le lendemain, j'ai posé madame. Je passe le bonjour à tous mes collègues. On a fait beaucoup de travail en Seine-Saint-Denis. On a contré énormément d'infiltrations islamistes, indigénistes au sein du mouvement. Mais si à la tête, décidément, ça ne veut pas comprendre, ben tant pis. Je ferai mon militantisme ailleurs. Ça prend beaucoup de temps. C'est extrêmement chronophage. Et voilà. Donc parfois, on est un petit peu, désarçonné, on a envie d'arrêter, c'est beaucoup de temps, c'est dur, c'est rude, mais on n'a pas le choix, il faut absolument continuer. Donc le lendemain, debout, tout est rechargé et en avant. Et Julie, comment vous vivez ça, vous, par rapport aux coulisses, par rapport à l'énergie, par rapport au désespoir parfois, par rapport à l'aspect matériel aussi, parce que c'est beaucoup de temps, comme disait Marie-Laure, c'est chronophage, donc matériellement, ça peut être aussi compliqué. Je le vis avec beaucoup de détermination. Je n'ai pas encore l'essoufflement parce qu'il y a moins peut-être d'historique, mais beaucoup de détermination parce que d'abord, comme Marie-Laure, je considère que le combat est absolument indispensable, pas seulement pour les Français juifs, mais pour la communauté nationale dans son ensemble. Beaucoup de détermination et quand même de la confiance parce que j'ai le sentiment que nous sommes entendus. Et je suis assez optimiste sur le fait que certaines lignes peuvent bouger, qu'on peut parvenir à rassembler certains de nos compatriotes qui ne se sentiraient pas concernés sans pour autant être hostiles à nos causes, mais qui ne se sentent pas concernés. Je pense qu'on a la capacité de leur faire comprendre que c'est un combat qui nous concerne tous. Et pour l'instant, j'en suis au stade de beaucoup de détermination et d'optimisme, même si c'est effectivement beaucoup d'énergie. C'est matériellement un investissement important, mais cette flamme militante, je crois, n'est pas près de s'éteindre pour l'instant. J'ai l'impression, en vous écoutant, finalement, que vous êtes
bien plus importante que ce que vous imaginez, que ce que vous avez compris vous-même, parce que en vous écoutant, c'est comme si vous insuffliez un courage que les élus n'ont pas. Et que vous étiez un backup essentiel à leurs actions sur le terrain et au fait de les porter. D'ailleurs, c'est ce qu'est un élu. Il représente des Français. Donc j'ai l'impression que toutes ces actions, elles vont aussi par ricochet et par effet domino, peut-être insuffler cette énergie et cette obligation à un moment d'engagement de la part de nos politiques qui ne pourront plus se défausser aussi facilement. Pour ceux qui auraient peur et qui seraient lâches, ça va les aider à le faire. Et pour ceux qui ne seraient que dans l'aspect politicien, il y a toujours un aspect politicien, Marie-Laure, j'imagine, quand on est quand même élu, on doit aussi user de stratégie. Mais j'ai l'impression aussi que pour les personnes qui ne sont que, notamment dans à la ville de Bagnolet, c'était flagrant avec le Parti communiste, qui avait vraiment un enjeu qui était exclusivement politicien. Peut-être socialiste actuel. Voilà, et socialiste actuel. J'ai l'impression que ces gens-là vont pouvoir de moins en moins se retrancher derrière leurs petits doigts et qui vont devoir rendre des comptes, finalement. Est-ce que je me trompe dans mon approche ? C'est ce que j'espère, en tout cas. Ce sont les premiers résultats que l'on observe. J'espère qu'on réussira à être non seulement des lanceurs d'alerte, effectivement, mais aussi qu'on réussira à insuffler de vraies actions. Et avec ces assises contre l'antisémitisme, je pense qu'on a franchi une première étape très importante. Alors, ces assises ont lieu quand ? Elles ont été annoncées par la ministre le 6 mai. 6 mai, voilà. Qui est le jour du mémorial... de Yom HaShoah, tout à fait, le jour de commémoration de la Shoah. D'accord. Marie-Laure, vous alliez dire quelque chose. Oui, pour revenir, je ne sais pas si on est un rôle modèle ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ce qui est très important, je pense, c'est qu'à partir du moment où il y a une action qui est incarnée, l'idée, c'est, en tout cas sur ceux qui peut-être n'auraient pas osé dire ou n'auraient pas pris la parole lors d'un dîner ou quoi que ce soit, de leur dire si, il faut le faire, il faut le faire. En fait, c'est... également, à travers ce combat et ces actions et d'être dans la rue, de partager une expérience et de se construire collectivement, c'est évidemment également, c'est pas une stratégie, mais c'est un moyen en tout cas pour peu à peu donner confiance. Parce que moi, je croise souvent des personnes qui me disent « Oui, mais moi, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai du mal parfois un peu à articuler les arguments, etc. » Mais en fait, ça s'apprend. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre... Ça s'apprend en écoutant mon podcast. Voilà, déjà. Absolument. En écoutant, en allant écouter des articles, colloques, du contenu intéressant, bien sûr. En lisant. Donc, cette prise de confiance, de oui, absolument, c'est vers là qu'il faut le marcher, et de l'assumer, dans la vie quotidienne, dans des discussions avec ses enfants et de peu à peu de faire nation et de tous se ressouder pour avancer. Parce qu'en fait, ce dont jouissent depuis des années nos ennemis, c'est justement comme si... ce combat, cet idéal républicain, et même si on a eu des attentats, etc., finalement, on était là pour Charlie, on était là pour le Bataclan, on était là pour Nice, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit là H24. Et ça ne veut pas dire qu'on est toujours sur le tarmac, mais ça veut dire que la construction idéologique est là et qu'aujourd'hui, on est capable, dans une discussion, même au comptoir, en vacances, tranquille, un apéro ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai fait dernièrement sur le mot génocide. Je suis coach et prof dans une école. On a déjeuné avec l'équipe éducative et j'ai entendu le mot « oui, mais Israël, génocide, etc. » J'ai repris hélico. Et ces actions, c'est aussi pour dire, n'ayez pas peur qu'on vous juge. Il faut être armé intellectuellement pour le faire. Et alors, qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit qu'il fallait savoir exactement, j'ai demandé donne-moi exactement la définition du mot génocide. Ça, on l'entend partout maintenant. Et sur donc, les réseaux c'est la sociaux. destruction d'un peuple. J'ai dit non, c'est la destruction d'un peuple et la volonté d'effacer toute la démarche civilisationnelle ou culturelle, sociétale
d'un peuple. Ce n'est pas le cas. Et donc, effectivement, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël, qu'aujourd'hui, si par exemple vous prenez le fer de lance technique qui s'appelle le Ternion, je crois qu'il y a 30% d'étudiants arabes qui y sont et qui ont même des conditions préférables pour des questions financières ou quoi que ce soit pour qu'on puisse justement leur ouvrir les portes. Donc voilà, c'est de ne pas laisser passer, effectivement d'argumenter derrière, pour ne pas juste passer pour une personne totalement idéologisée, puisqu'il y a des arguments derrière. Moi, combien de fois, depuis le 7 octobre, j'ai expliqué, par exemple, que le Hamas était présent dans la bande de Gaza depuis 2006, qu'il n'y a plus de colonies. Et on est à 2 doigts de m'expliquer que c'est un mensonge. Je dis non, c'est un fait. Oui, on s'est heurté ce samedi justement devant le meeting de Tzedek à ce genre de remarques. Et on voit très vite qu'en réalité, les gens en face n'ont aucun argument. Ils ne sont pas du tout documentés. C'est assez effrayant d'ailleurs. Et je pense que c'est en étant présent, comme tu disais, H24, il faut être présent, il faut occuper le terrain. Chaque petite action ne change pas le monde. Mais elle grappille petit à petit du terrain pour documenter les gens, pour les faire réfléchir. Et c'est cette majorité silencieuse dont on parlait en début d'émission qui, je crois, doit être notre cible principale parce qu'on se laisse vite happer par des arguments très rapides et trop peu documentés. Je crois que c'est ceux-là que chaque action vient envelopper petit à petit. Bon, la tâche est immense parce qu'il y a une emprise d'influenceurs totalement dédiés à la cause indigéniste, décolonialiste. On trouve un succès de comptes qui vont vendre régulièrement la haine de l'Occident. Toute cette masse-là qui est facilement malléable, c'est aussi important de les conquérir. C'est ce que vous essayez de faire, de faire vous-même, de contrer toute ce prosélytisme, c'est du prosélytisme. Mais est-ce que le calcul est bon pour les partis qui font ça? Est-ce que le calcul est bon? Là, on va voir les européennes bientôt, notamment pour LFI. Est-ce qu'ils ne vont pas se prendre une énorme raclée en étant dans la confusion du glissement? On passe de la classe sociale à la classe à l'aspect racial. Est-ce que c'est si intelligent que ça comme tactique? Voilà, Marie-Laure. Et après, on va conclure parce qu'on arrive bientôt à la fin. Ça va très vite, donc du podcast. Je pense que c'est une stratégie qui fonctionne tout de même, parce qu'il y a du monde derrière, et pas que des jeunes... La lutte des classes contre la lutte des races, pardon, voilà ce que je voulais dire. On est passé de la lutte des classes à la lutte des races. Donc dans cette continuité, et d'ailleurs le conflit israélo-palestinien joue une grande part, parce que c'est vraiment considéré comme la cause mère. Moi, je vois dans les villes où parfois il y a des conseils municipaux, il y a 100% de mouvance de gauche, dans la majorité et dans l'opposition, quand tout le monde se bouffe le nez, tout d'un coup on plante au milieu un drapeau palestinien, ça permet à tout le monde tout d'un coup de se fédérer autour d'une cause et de faire lien. Donc je pense qu'aujourd'hui la France insoumise qui est l'acteur de la NUPES, qui a quand même fait un énorme conglomérat et donc finalement ficeler un petit peu toute la gauche, y compris les socialistes, donc qui ne représentent plus rien aujourd'hui. Même Raphaël Glucksmann, électoralement, qui se démarque un peu là pour les... qui est démarque en tête des sondages et qui a renié apparemment la NUPES, non ? Oui, on va voir la suite, voilà. Parce qu'en fait, on est quand même échaudés à chaque fois de voir sortir de nouveaux profils. Et puis, en fait, ils sont rattrapés par les questions politiques. Mais c'est possible d'exister pour le PS aujourd'hui sans aller dans ces alliances-là? Est-ce que ce serait possible? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le PS n'existe plus que dans des petites baronnies. Je veux dire, fort, il ne ressemble plus à rien. C'est terrible. Personne ne l'écoute. On va vers un vocabulaire moyenâgeux et de féodalité. Bien sûr. Non, des baronnies. Ma ville est une baronnie. Donc, par exemple, quand ma ville octroie 1000 m² à Fatima Wassak pour qu'elle puisse justement dérouler tout son narratif du front de mer, racialiste, indigéniste, abject, et que la ville donne ça, et que les citoyens et les bagnoltais alertent justement le Parti socialiste en disant toc toc toc, le maire socialiste de ma ville a fait ça. Même quand Faure joue sur un plateau lors d'une interview une remontrance en disant mais pas du oui, je suis tout à fait contre, etc. Les résultats sont le néant. Parce que aujourd'hui, ceux qui ont leur poste
politiques dans ces villes-là n'ont qu'un objectif, c'est de le préserver. Donc ça ouvre la porte à toutes les alliances, même les plus abjectes, pour rester ici. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le Parti socialiste est fini et qu'aujourd'hui, le Parti socialiste se réduit à quelques baronnies avec quelques exemples hors normes qui redonnent un petit peu de dignité. Delga, de la Fosse à Montpellier, voilà, ils sont une poignée. Moi, je ne les considère même plus comme socialistes, ils sont encore dans le mouvement. C'est plus des initiatives individuelles. Ce sont des initiatives individuelles très courageuses et dignes. Voilà. Et pour le reste, je pense qu'ils sont... phagocytés par... Il y a de fortes chances pour qu'ils se prennent quand même une énorme claque aux européennes, nous verrons. Mon avant-dernière question, est-ce que ça vous est arrivé ou est-ce que vous craignez à l'avenir peut-être d'avoir peur, Julie ? Je pense qu'on ne peut pas négliger la menace parce qu'elle existe. On l'a vécu de plein fouet dans cette marche et à d'autres occasions. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire d'angélisme et se rendre bien compte qu'on représente une vraie cible. Alors, je parle pour moi, en tant que juive, la communauté juive est une cible en France. C'est la réalité. C'est aussi pour ça qu'il nous a fallu un service d'ordre spécifique lors de nos déplacements, lors de cette manifestation. Donc, il faut avoir bien conscience que la menace existe. Néanmoins, la place qu'on prend progressivement, je crois, est essentielle aussi pour faire passer le message qu'on est extrêmement déterminé à réduire cette menace et en tout cas à prendre une parole qui finira par s'imposer, je l'espère, avec l'union de la société face à ces groupuscules extrêmement menaçants et violents, menaçants pour l'intégralité de la société. Marie-Laure, la peur, est-ce que c'est un sentiment, une émotion que vous ressentez de temps en temps ? Je pense qu'il faut rester vigilant. Je reste optimiste, on a encore beaucoup de chemin à faire. L'objectif de tous ces groupuscules, quand ils nous traitent de sales putes juives et j'en passe sur 800 mètres alors que nous sommes en train de marcher, leur objectif, il est très clair. Que l'on ait peur et que l'on ne réitère plus ce type d'action et qu'on leur laisse l'espace libre. Donc, en réalité, on n'a pas le droit d'avoir peur. On peut avoir peur, mais moi, j'estime que je n'ai pas le droit d'avoir peur. Parce qu'avoir peur, c'est baisser les bras et leur laisser exactement l'objectif qu'ils souhaitent, c'est-à-dire on ne prend plus la parole, on ne parle plus, on se terre chez soi, on enlève sa mezouza, on se terre. Très rapidement, Valérie, qui est une amie à Bagnolet, son fils était scolarisé à Bagnolet, il était reçu le matin avec des saluts nazis et avait reçu des messages ignobles sur son téléphone. En quelle classe ? Il avait 13 ans. Oui, donc ça commence très tôt. Et elle ne comprenait pas pourquoi son gamin, tout d'un coup, avait sombré dans les jeux vidéo, ne lui parlait plus. Elle l'élève toujours d'ailleurs seule. Et en fait, on a appris ce harcèlement antisémite absolument ignoble. La réaction de Valérie, au départ, c'était de dire « Bon, écoute, c'est pas grave, tu sais, on va retirer Noah de l'école et puis on n'en parlera plus, etc. » Je l'ai exhortée. Je lui ai dit « Tu n'as pas le droit, même si tu en as envie et que tu penses que c'est la bonne solution pour pouvoir t'en sortir le plus indemne possible, tu n'as pas le droit de faire ça et que ton fils de 13 ans comprenne que le jour où il est insulté avec des insultes antisémites, la solution, c'est de sortir par la porte arrière. » Donc on a pris rendez-vous, j'étais encore élue à l'époque, on a été rendez-vous avec la directrice, on a eu une discussion, moi j'ai exigé l'expulsion. Oui, mais tu comprends, ce jeune... Non, c'est terminé. On peut plus laisser passer ces choses-là. Je pense que c'est impératif de donner les armes aussi aux chefs d'établissement, non seulement de les armer pour savoir comment réagir, mais surtout de mettre en lumière chacun de ces cas individuels pour que plus personne n'ait la tentation de mettre sous le tapis, de laisser passer. Il faut absolument alerter, dénoncer et exhorter les chefs d'établissement à réagir. Et comme tu le dis, il est hors de question de passer par la porte de derrière. C'est comme demander à la personne harcelée
de laisser tomber et de laisser la place au harceleur. Non, c'est le harceleur qui doit partir. Qui est fait. Qu'est-ce que vous dites pour le mot de la fin à vos enfants ? Maman va militer, comment vous expliquez ça à vos petits bouts de chou ? Ou plus grands ? Moi, j'ai un fils de 24 ans et un autre de 13 ans. Donc celui de 24 ans qui est en plus franco-britannique. Donc moi, ma grande peur, c'était qu'il sombre dans le multiculturalisme woke en anglais, d'autant qu'il était à Londres, de ce qu'il appelle lui pour les woke, les blue hair et toute la clique derrière. On a vu les manifestations à Londres. Et on se rend compte à quel point, justement, notre édifice républicain, cette colonne vertébrale qui, très propre à la France, très propre à la France, finalement nous protège. Nous protège énormément, oui. On n'a pas eu les 100 000 personnes qui ont craché leur haine à ce point. On l'a vécu ponctuellement, effectivement, sur le 8 mars, très coordonné. Et j'ai passé, moi, personnellement, quand même beaucoup de temps à discuter, parce qu'il faut prendre le temps de discuter. Pour quelles raisons ? Et discuter, c'est aussi avoir une exigence que vos enfants connaissent leur histoire. Et c'est important de remettre les raisons pour lesquelles la loi de 1905, les guerres de religion, etc., ils sont dans les programmes, il faut les accompagner. Moi, je pense qu'il y a un côté de la transmission orale qui s'est un petit peu perdu. On a décrété que l'école, finalement, allait quelque part un peu élever, instruire nos enfants, et que tout ce job autour n'avait peut-être pas à le faire. Et je pense qu'il faut vraiment remettre la main à la pâte sur la transmission orale. Julie, quand vous allez... qu'est-ce que vous dites à vos enfants ? Moi, j'ai des enfants assez jeunes et j'ai pas attendu ces événements-là et mon regain de militantisme pour leur parler du racisme, pour les sensibiliser. J'ai acheté des livres, des petites histoires adaptées aux enfants, évidemment, mais pour moi, ça a toujours été extrêmement important et c'est aussi pour ça que je fais le choix de rester dans des établissements publics. C'est pour moi extrêmement important. Donc, elles sont déjà un peu sensibilisées depuis longtemps. Mais là, oui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, maman va militer. C'est quasiment ça. Je leur explique ce qu'est l'antisémitisme. J'évite évidemment de leur faire peur et de dramatiser. Le but n'est pas de leur faire peur, mais plutôt de les sensibiliser sur le fait que nos actions ont des conséquences, en fait. Quand on veut changer quelque chose, on se lève le matin et on y va. Et je pense que c'est important de passer ce message aux jeunes générations. Je le vois même ma génération avait perdu un petit peu cette envie et cette idée qu'en fait, on est ceux qu'on attendait. On est les personnes qu'on attendait pour venir nous défendre. C'est nous. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On se lève le matin et on y va. Je pense que c'est le sens même du militantisme. On met un pied devant l'autre et on y va. Voilà. Donc les personnes qui nous écoutent peuvent y aller sur vos sites internet, sur vos comptes Instagram, prendre contact avec vous. Je vous remercie infiniment de votre présence à toutes les deux pour ce 11e épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme. Podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+ de Radio RCJ en numérique, sur le site, dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Très bonne semaine!